Bonjour à tous, merci. Et merci finalement au comité programme. On n'avait pas répété, mais je pense que c'est un parfait enchaînement après, je pense, ce qui a été dit. Je vais vous faire voir donc un petit peu un retour d'expérience. Donc en effet, de quelqu'un qui est dans le sud-ouest. Et je vais vous raconter une petite histoire de voir comment finalement toute cette problématique qui vient de nous être exposée, comment on l'a finalement mis en œuvre. On a essayé de la mettre en œuvre avec surtout peut-être témoigner au-delà des aspects purement techniques, la démarche que l'on a eue, donc sous forme un peu d'une histoire. Et donc déjà pour vous planter le contexte, même si Monsieur Schauer vous a déjà spoilé un petit peu, donc en effet on vient du sud-ouest, je viens du sud-ouest. Et donc, je travaille pour Terega, qui est un opérateur de transport de gaz, qui est donc basé dans le sud-ouest, qui opère en gros 5000 km de canalisation. Vous avez sans doute plus connaissance d'un autre opérateur qui est GRT Gas, hein, qui couvre le reste de la France. Mais on a aussi la particularité d'exploiter aussi un réseau de stockage de gaz, hein, qui fait en gros 25% des capacités nationales. Alors, c'est pas un scoop non plus, hein. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le gaz est l'objet de beaucoup de discussions et d'échanges, et même si c'est quelque chose qui va vers peut-être à terme la disparition pour des raisons de transition écologique, mais en tous les cas, c'est un gaz qui reste utilisable et utilisé et très, très important. Donc en fait, notamment, notre réseau fait aussi les interconnexions entre le nord de la France et puis le sud, l'Espagne. Jusqu'à présent, on alimentait plutôt l'Espagne. Maintenant, c'est plutôt, hein, si vous avez suivi l'actualité, c'est aussi du gaz qui va remonter plutôt des terminaux méthaniers qui sont en Espagne pour alimenter la France et puis aussi surtout le reste de l'Europe. Donc un sujet assez sensible. C'est pour ça qu'on est un opérateur de services essentiel et donc avec des systèmes critiques à la fois pour piloter le réseau de transport et aussi pour piloter notre site industriel, en gros une usine, hein, qui est nos centres de stockage. Alors, ces réseaux aussi, pour vous dire on a différentes choses importantes peut-être sur ces réseaux. C'est un réseau qui transporte du gaz, mais qui à terme sans doute transportera aussi de l'hydrogène, donc du grand transport, mais aussi des aspects liés avec la production du biogaz. Donc on a de la production décentralisée, toujours avec le même risque, avec des stations de GNV aussi qui arrivent, donc du stockage, du transport. Voilà, tout ça, c'est une activité qui doit bien sûr être pilotée, sécurisée, avec les outils qui sont derrière. Pour vous donner aussi une taille de l'entreprise, hein, on est plutôt une ETI, c'est 150 collaborateurs, un nombre de clients qui sont limités, hein, c'est soit des grands industriels qui sont branchés directement en gros sur ces autoroutes du gaz, ou alors toutes les distributions locales, publiques, hein, si vous avez le gaz chez vous, après c'est GRDF qui amène, ou des distributeurs qui amènent le gaz chez vous. Voilà. Et puis aussi une activité avec beaucoup d'investissements. Alors malheureusement, ce n'est pas les investissements là en cybersécurité, mais c'est les investissements plutôt en pipeline, en rénovation. Et bien entendu, il y a des enjeux aussi là-dedans. Alors, comme le disait aussi M. Schauer, c'est une entreprise, vous l'avez vu peut-être, qui a 75 ans d'historique et donc qui a été dans le giron de Delphes et de Total. Et donc, bien sûr, il y a un historique par rapport à ces sujets. Et bien sûr, à la protection de nos SI industriels, qui est notre cœur de métier et qui doivent, bien entendu, être non seulement efficients, enfin sécurisés, fonctionner tout le temps. Enfin, vous pouvez imaginer les contraintes qu'il peut y avoir derrière. Alors tout ça, cette criticité, en fait, déjà du temps de Delphes et de Total, c'était des sujets qui étaient pris en compte au niveau de l'entreprise. Ça a été renforcé par l'aspect, bien sûr, réglementaire, hein, depuis quelques années, de nos amis de l'ANSSI ou de l'Union européenne, enfin la directive Nice, vous le savez aussi. Et finalement, ça a été aussi, bien entendu, malheureusement, confirmé par les attaques qu'on peut connaître dans le secteur de l'énergie, hein. C'est ce qui s'est passé notamment dans le domaine de l'électricité chez nos amis ukrainiens il y a quelques années, ou pour plus proche de nous, les aspects colonial pipeline, là, si vous avez suivi aussi côté américain, avec les impacts que ça peut le donner. Donc tout ça, en effet, fait que on a quand même dans la maison, on avait un long héritage de sécurisation de CSI critiques, mais aussi avec la transformation digitale qu'a subi l'entreprise ou qu'est en train de vivre l'entreprise, hein, comme beaucoup d'entre vous sans doute, il y a eu une sorte d'accord tacite avec la DSI. Alors juste
peut-être pour préciser, hein, je suis le RSSI, mais je suis rattaché, j'ai quitté la DSI pour essayer de prendre un peu de distance et je me suis rapproché des équipes sûreté pour faire un peu le pendant. Donc, si vous voulez, il y a eu une sorte d'accord tacite avec nos amis de la DSI pour dire, ben voilà, on ouvre, on favorise le travail collaboratif dans tout le réseau de gestion dont vous parlez, on facilite les échanges, on facilite voilà, la mobilité, le travail à distance. Hein, c'était un peu anticipé aussi par rapport aux activités Covid. Mais en contrepartie, le deal, ça va être de dire, ben, on va essayer de renforcer la sécurité de nos récits industriels. Voilà un petit peu pour ça. Alors, cet isolement historique, bon, je ne sais pas si c'est très visible, mais enfin, c'est ce qui a été indiqué là, et c'est sans doute peut-être dans beaucoup d'endroits chez vous. Hein, il y a, alors, donc, c'est le modèle typique hein, qui a été montré tout à l'heure, avec en bas donc, des capteurs, des systèmes industriels, et puis tout à fait en haut, la partie réseau d'entreprise ouvert vers Internet. Et donc au milieu, on a cette fameuse DNZ qui était expliquée tout à l'heure, qui a été montrée, donc je ne vais pas y revenir trop en détail, hein, donc notamment avec par exemple deux firewalls, mais en effet, comme vous l'expliquiez, ces firewalls, ben, évidemment, puisqu'on veut faire échanger des fichiers, c'était quelque chose qui nous paraissait ben voilà, avoir des limites de compromission, notamment pour des attaques à distance. Et donc, c'est cet aspect-là qu'on a essayé de renforcer. Donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment on pouvait passer de cet isolement logique à un isolement qui était beaucoup plus physique, en essayant d'édicter deux principes. Le principe que quand on est dans la zone de confiance, c'est-à-dire dans le réseau industriel de confiance, ou en tous les cas celle qu'on veut protéger, eh bien, quand on est dans cette zone, on peut sortir. On peut sortir des flux, on essaie de les maîtriser, mais ça, c'est autorisé. On sort des flux, on sort des informations, pour nous des informations de comptage, des éléments qu'on doit donner à notre régulateur, au grand public, etc. Par contre, sur l'entrée, tout ce qui est entrée, ben, par principe, c'est non. Voilà, ça, c'est la position historique peut-être d'un RSSI, c'est non. Ou alors, vraiment, il faut vraiment que ça soit justifié. Alors, bien sûr, vous avez sans doute tous en tête hein, le patch management, peut-être des signatures antivirus, possiblement quelques upgrades de ces systèmes, mais généralement, c'est des systèmes quand même qui fonctionnent pendant 3-4 ans et qu'on essaie de toucher le moins possible. Hein. Les opérationnels ne veulent pas trop qu'on touche à leur truc qui fonctionne 24 heures sur 24. Mais donc, l'idée, c'était de remplacer ces firewalls et de renforcer ces deux principes, donc dans deux sorties possibles, de rentrée quasiment interdite, sauf vraiment demandée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a suivi les principes là, qui nous ont été montrés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a mis une passerelle permanente unidirectionnelle. Alors moi, chez moi, on appelle ça les diodes. Hein. C'est pour vraiment indiquer que c'est plus un mécanisme de firewall, c'est vraiment un mécanisme physique avec des diodes. Donc en l'occurrence, par exemple, Waterfall, mais il y a d'autres fournisseurs qui nous permettent là d'assurer l'export des données, de fichiers, des données de comptage, des données techniques, enfin, etc. Tout ce passe-plat qui permet de façon sécurisée de sortir ces données de notre SI industriel. Et de l'autre côté, l'idée, c'est de faire, donc, comme je vous le disais, une entrée qui est plutôt asynchrone, en essayant de respecter quelques principes. Donc, je vais aller très vite aussi. On en a parlé tout à l'heure, bien sûr, de vérifier que les quelques fichiers qu'on ferait rentrer ou les quelques informations qu'on ferait rentrer sont exempts de saleté. S'assurer que ça revient bien uniquement dans ce sens et que du coup, en ouvrant la porte, il n'y ait pas quelque chose qui sorte des contrôles commandes si vraiment on était infecté, qu'il y a quelque chose et que du coup, ça fasse du contrôle commande côté attaquant. Et donc, on a rajouté aussi un bypass déclenchable physiquement. Tout ça pour dire que d'un côté, c'est plutôt quelque chose qu'il y a sur étagère. De l'autre côté, c'est plutôt ce qu'on avait en tête, en tous les cas dans cette réflexion, c'était quelque chose qu'on construisait petit à petit en assemblant peut-être quelques briques, notamment pour le SAS, on le verra peut-être avec des firewalls. Et donc cet interrupteur qu'on voulait piloter de l'intérieur du réseau industriel, donc sécurisé, y compris piloté par les gens du métier, les opérationnels, c'est-à-dire que si quelqu'un de la DSI veut faire passer un patch, il doit d'abord demander, et la commande, c'est on ouvre la porte uniquement, ce tuyau n'est pas ouvert en permanence. Alors, en parallèle de ça, donc ça c'était quelque chose qu'on essayait de faire plutôt avec la DSI pour renforcer les habitudes
acquises dans le passé. En même temps, ben, de l'autre côté, il y avait les métiers qui disaient ben, il faut libérer la data, donc vous en avez parlé, l'usine 4.0, enfin je ne vais pas revenir, hein, des opérations de maintenance, de diagnostic à distance, tous ces gens-là disaient mais nous, ça ne nous suffit pas. Les données qui sortent ne nous suffisent pas. On veut pouvoir aussi aller récupérer un certain nombre de données, regarder ce qui se passe, interroger, etc. Donc nous, ça ne nous suffit pas. Donc il y avait une vraie fronde là-dessus. Et puis il y avait aussi l'aspect commercial. Alors vous avez compris, on n'a pas un nombre c'est pas les clients particulier, mais malgré tout, ce que l'on appelle l'effet Linky, même nos industriels, finalement, ben, avant, ils recevaient à terme par des réseaux, par le régulateur, etc., ou par des sites où on publiait nos chiffres, leurs informations, mais de plus en plus, ils veulent recevoir ça au pied de leur usine, dans des grands groupes, je sais pas, qui font de la production, des cimentiers, etc., ou des sécheurs. Ils veulent avoir ces informations au pied de chez eux quasiment en temps réel. Donc ça, ben, c'était un peu en gros la fronde des métiers qui disait, ben, nous c'est intenable et on ne peut pas faire comme ça, il faut trouver une solution. Euh, et donc voilà, alors évidemment, ils regardaient aussi un peu ce qui se faisait ce qui se faisait de leur côté, et bien sûr, ils parlaient du jumeau numérique, et donc de tout ce qu'on peut faire, l'usine 4.0, enfin tout ce que vous avez pu aussi imaginer, et donc eux, ils rêvaient ça, et ils ne comprenaient pas pourquoi la DSI, voire le RSSI, bloquait tout ça. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé donc ma position, enfin quand je dis le RSSI, c'est les gens qui travaillaient autour de moi et avec la DSI, on a dit oui, mais à certaines conditions. Il faut qu'on regarde, on ne peut pas bloquer, c'est intenable. On ne va pas faire de la cybersécurité pour la cybersécurité. Le but, c'est pas de bloquer l'entreprise ou de pas répondre aux exigences ou aux besoins de nos clients. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, la première chose, c'est de dire, bon, on peut faire ça à condition de respecter ce qu'on a, nous, appelé la sanctuarisation. Donc, c'est ce que je vous ai montré précédemment, hein, isoler au maximum. Et puis, en ajoutant un deuxième principe qui est aussi de maîtriser nos données. Parce que, évidemment, des données qui étaient à l'époque sans trop de valeur, hein, des données techniques, par exemple, voilà, nous on a des compresseurs, des données, enfin tout un tas de données qui du coup prenaient de la valeur parce que ça peut faire de la maintenance prédictive, ça peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle, etc. Donc il y avait finalement des données qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément ni confidentielles ni sans trop de valeur, elles prenaient de la valeur, et pour nous c'était aussi nécessaire de maîtriser ces données, vers qui elles allaient, vers où elles allaient. Et le deuxième principe aussi qu'on voulait rajouter, c'est la maîtrise des équipements qui étaient installés dans nos SI. Alors, je prends l'exemple d'un fabricant de compresseurs, là, que vous voyez dans le petit schéma en haut. Je ne sais pas pourquoi je vais bouger le micro. Donc, vous voyez le site du fabricant en haut. Donc, il a des compresseurs qui sont installés chez nous, à Terega. Et en fait, ce que proposait à nos métiers ce constructeur, c'était de récupérer les données de nos compresseurs, dans nos équipements, hein, ça peut être n'importe quel équipement de process, et de l'envoyer en fait dans leur cloud, dans leur plateforme pour processer ces données, donner des services aux métiers, etc. Donc tout ça, évidemment, ça intéressait beaucoup les métiers, mais nous, comme je vous l'ai expliqué, ça posait problème parce que c'était dans notre SI critique. Et qu'est-ce qu'on faisait? On installait des équipements qu'on ne maîtrisait pas du tout. Alors, la plupart, alors si c'est des fabricants américains encore, il n'y avait pas encore la partie qualification ou certification, hein, bien entendu. Donc, c'est des équipements qui ne sont pas forcément qualifiés, certifiés. On y rajoutait des firewalls, alors normalement des firewalls industriels. Enfin, on installait des choses qui finalement ne nous correspondaient pas. Et donc ça, ben, l'idée c'était de dire ben, c'est refusé. Et donc là, encore une fois, ben, il y avait un sorte de blocage, et donc c'est pour ça qu'on a essayé de réfléchir en gardant ces principes qui étaient énoncés au-dessus, de regarder, et c'est la DSI qui a dit, ben, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nous-mêmes notre jumeau numérique, et on va le mettre dans le cloud, mais on va le faire en essayant de respecter nos principes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour maîtriser nos données, l'idée, bon, on a choisi de faire passer nos données avec les mécanismes, c'est ce qui est à gauche, hein, soit les données existantes, soit aussi de capter de nouvelles données.
parce que ben, il y a tous les IoT que les métiers veulent mettre, hein, des nouveaux capteurs, etc. Donc tout ça, c'est des données comme... Alors, vous avez vu, on a un site industriel, mais on a aussi un réseau distribué, hein, avec des sites qui sont un peu au milieu de nulle part. Donc tout ça, on collecte ces données terrain, on les envoie dans un cloud multitenant, public multitenant. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, rappelez-vous, hein, dans les fameux critères, hein, DICP, nous, c'est pas tellement la confidentialité qui nous importe, on a même vocation à publier les données, hein, c'est ce que nous demande le régulateur. Donc, c'est pas la confidentialité, c'est plutôt la disponibilité, l'intégrité sans doute et la preuve aussi bien sûr. Donc en fait on pensait que les clouds, si on les gère bien, alors ça je ne vais pas rentrer dans le sujet, hein, c'est un autre détail, mais si on respecte les bonnes pratiques, etc., ben, une fois qu'on sort ces données du système industriel, donc du carré rose, vers le cloud, on est sans doute en mesure de les protéger suffisamment, on baisse de niveau, donc l'idée c'est de faire ça, et ce faisant, en les sortant de ce système industriel, eh bien on les met à disposition. On les met à disposition de Terega, mais aussi de nos clients et de nos partenaires. Donc l'idée c'était de faire ça, construire cette infrastructure. Et deuxièmement, l'autre chose, par rapport aux équipements, c'était de dire, on a des équipements qu'on ne connaît pas bien, dont on ne sait pas, on va inventer, on va construire une sorte de diode maison, parce que les diodes dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est des diodes qui sont quand même suffisamment conséquentes, qui ne sont pas adaptées à nos petits sites, donc on est dans un environnement un peu particulier, hein, donc 5000 km de canalisation dans le sud-ouest, relayé par des corbeaux, il n'y a pas de fibre optique, un peu d'ADSL mais à des coûts exorbitants, un peu de 4G, et c'est des petits sites sans énergie, sans beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est qu'on a créé en fait le module, mes collègues ont créé ce module, une petite diode au milieu, là, le module rouge, entre deux automates, l'un qui est côté industriel, l'autre qui est côté ouvert, hein, en fait. Et donc pour reproduire ce qu'on avait fait en centrale ou qui est faisable dans une usine, on l'a créé pour pouvoir collecter les données et les exfiltrer auprès de nos installations qui sont réparties sur le territoire. Et donc là, avec une maîtrise complète des flux de données sortants pour aller alimenter ce fameux cloud dont on a parlé. Alors après, comme dans toutes les histoires heureuses, là il s'en arrive pas, mais en fait c'est pour montrer que cette réflexion, en fait, ça a conduit à faire une chaîne de bout en bout, avec d'une part la collecte de ces données, donc on a mis en place et on est en train de déployer ces équipements, donc de collecte d'informations sur nos sites industriels et sur les sites conséquents, et on envoie ça dans notre cloud qu'on a appelé Yobase. Voilà, donc ça a fait l'objet même d'une offre de service, puisque dans l'entreprise, en effet, on a considéré que ce qu'on avait fait pour nous, on pouvait aussi le proposer pour d'autres clients. Donc ça, c'est une structure particulière. Et donc, pour moi, la morale de cette histoire, en fait, c'est que finalement, on a toute cette démarche-là que je vous présente et qui est pas complètement aboutie, hein, qu'on est en train de développer, ça me paraissait intéressant, et ça montre que, en fait, par rapport à des blocages qu'il peut y avoir, pour moi c'était assez nouveau par rapport à la position d'un RSSI dans une entreprise, hein, parce que là, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des automaticiens, il y a des équipes télécom, il y a des équipes IT, etc. Donc l'idée c'est de faire... voilà, d'essayer de concevoir et de le faire ensemble, de susciter une sorte d'innovation interne pour transformer un peu ce qu'étaient les contraintes de RSSI, entre guillemets, des contraintes réglementaires, et puis on l'a vu, hein, vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi, justifié par le contexte actuel, c'est regarder comment dans une entreprise, finalement, on peut arriver à réfléchir et à mettre toutes ces briques et toutes ces intelligences collectives pour faire une solution, voire une solution commerciale après, mais ça c'est notre sujet. Voilà, donc voilà le témoignage que je voulais vous apporter.